européenne a joint l'acte à la parole des équipements de protection individuelle pour les soldats burkinabés engagés dans la force conjointe du G5 Sahel. C'est le don de l'organisation au ministère en charge de la défense. Et puis, comme tous les mardis, un tour au siège de l'opposition politique avec notre reporter Moïse Kinda pour le point de presse du chef de file de l'opposition burkinabé, le CFOP. Bienvenue à cette édition. Dans le cadre de son partenariat avec le G5 Sahel, l'Union européenne fait des dons d'équipements de protection individuelle aux soldats des 5 pays du groupe du Sahel, G5 Sahel. Et le Burkina Faso a reçu sa part hier lundi dans les locaux du ministère en charge de la Défense. C'est un reportage signé Moïse Kinda. D'un coût global d'environ 400 millions de francs CFA, ce don est de l'Union européenne. Il s'agit du matériel de protection individuelle pour les 650 soldats du bataillon burkinabé dans le G5 Sahel. Et pour le représentant de l'Union européenne, ce n'est qu'un début. Eh bien, l'Union européenne est fortement engagée avec les États membres du G5 Sahel pour la stabilisation du Sahel, pour la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé. Et donc, nous soutenons à hauteur de 100 millions d'euros la force conjointe du G5, mais aussi avec formation, aussi avec d'autres appuis. Et donc, ici, c'était la première fois qu'on va donner de l'équipement pour le bataillon burkinabé de la force conjointe. Et j'ai l'honneur de faire ça auprès du ministre de la Défense burkinabé et de son chef d'état-major. Il y aura d'autres, bien sûr, ce n'est que le début de la remise de ces matériels. C'est environ 900 euros chaque équipement de protection individuelle. Un don apprécié à sa juste valeur par le ministre Jean-Claude Bouda, qui, selon lui, c'est la preuve que la force conjointe du G5 Sahel est en marche. Vous savez que l'Union européenne est un partenaire très important dans le cadre de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Et comme ils l'ont si bien dit, c'est une première étape d'une série qui va se poursuivre. Ce sont des équipements de protection individuelle et vous savez que c'est important d'avoir des casques balistiques, d'avoir des gilets pare-balles et d'autres types d'équipements pour protéger nos troupes. Donc je dois dire que c'est la concrétisation de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel qui est en marche. Il y aura d'autres équipements qui vont venir, mais je pense que cela concerne d'abord l'équipement du bataillon burkinabé qui est partie prenante de cette force conjointe du G5 Sahel. En rappel, le G5 Sahel est une organisation régionale de coopération en matière de développement et de sécurité créée en février 2014 par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. 5 pays directement menacés par les différentes organisations terroristes de la région. En novembre 2015, ces États sahéliens décident de mettre en place une force militaire commune pour lutter contre les nombreux groupes de terroristes du Nord Mali qui menacent la région entière. Et puis, comme je vous l'annonçais en titre, au point de presse hebdomadaire du chef de file de l'opposition politique ce mardi, 3 points étaient à l'ordre du jour. La crise à la CENI de Newton Ahmed Bari, la plateforme d'enrôlement des électeurs et la marche meeting organisée par le mouvement du peuple pour le progrès. Le point avec Moïse Kinda. 2 personnes ont animé la conférence de presse du chef de file de l'opposition politique burkinabé. Il s'agit du professeur Mamadou Diko, président de la NAFA, et Amadou Diemdioda Diko, 4e vice-président de l'UPC. C'est assez grave. L'un des faits symptomatiques de cette manière de gérer, c'est la sortie médiatique seule de M. Bari pour annoncer la date du référendum en violation de la loi électorale. Ça veut dire qu'en clair, il se substitue au gouvernement. Au niveau de la loi, c'est le gouvernement qui fixe les dates des élections. Et il appartient à la CENI d'organiser ces élections. C'est clairement stipulé. Cette situation de crise interne pouvait peut-être trouver une solution
si M. Barry s'essayait humblement avec ses commissaires pour les entendre. Du reste, cette proposition a été également faite par un commissaire siégeant au titre de la société civile. Pour l'opposition politique, ce sont les graves positions défendues par M. Barry au sujet de la plateforme d'enrôlement et des documents de vote qui inquiètent le plus. Par ailleurs, nous regrettons que le président de la CENI fasse de sa plateforme une affaire d'honneur personnel, une affaire d'ego ou d'alter ego. Que vaut l'ego d'un individu face à des risques de crise dans un pays? M. Barry s'érige également en paragon de la vertu en s'appuyant sur le fait qu'il faut organiser des élections moins chères que de par le passé. Les milliards économisés pourront-ils ramener la paix une fois qu'elle est perdue dans notre pays? Est-ce que le président de la CENI, il lui appartient à lui seul d'enseigner la classe politique comment économiser? Sur les 3 questions évoquées à cette conférence de presse, les 2 premiers ont attiré l'attention des journalistes. Parlant du code actuel, il n'a pas posé de problème en 2015. Mais subitement, la plateforme qui a été GI, soi-disant, c'est pour réduire les dépenses. C'est à partir de ce moment que le problème s'est posé. Sinon, qu'est-ce que c'est ça? Cette méfiance qui est posée. Le consensus que nous demandons, c'est généralement quand il manque le dialogue. Et ainsi de suite. Donc il faut forcément qu'il y ait établir une communication entre les différentes parties qui opèrent au niveau donc, des élections pour trouver donc, un consensus. Et sur les match-meetings du MPP, l'opposition politique trouve qu'au moins le parti de la majorité a répondu favorable à l'appel du chef de file de l'opposition politique pour contribuer à soutenir les forces de défense et de sécurité. À Bobo notamment, ils ont collecté 5 millions de francs pour l'effort de guerre, comme l'a demandé le chef de file de l'opposition. Ce qui nous a surpris, c'est que ce soi-disant soutien aux autorités en place qui est ressorti lors des match-meetings du MPP. Cela voudrait dire que les manifestants appellent au maintien des ministres incompétents de la sécurité et de la défense dont le limogeage a été réclamé lors de la match-meeting des forces vives de la nation. Ça, c'est regrettable. Quand l'opposition avait annoncé sa match-meeting, des individus et des partis de la majorité sont montés au créneau pour dénoncer la soi-disant inopportunité de l'activité. À présent, que ces personnes nous félicitent vivement puisque le MPP vient de nous donner raison. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres points d'actualité marquant la vie de la nation. Un mot de littérature dans cette édition, un jeune écrivain fait éruption dans le monde littéraire burkinabé. Aruna Louré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est l'auteur d'un essai politique intitulé Burkindi pour une révolution nouvelle. La dédicace de l'œuvre a eu lieu hier lundi en présence de Yannick Kaboré et de Odette Zongena. Loin des hôpitaux, ce jeune médecin de profession veut apporter un remède pour guérir les maux qui minent notre société. Ce remède n'est rien d'autre qu'un essai politique qui se veut révolutionnaire. Burkindi pour une révolution nouvelle est l'œuvre de l'écrivain Aruna Louré. Il comporte 121 pages et est subdivisé en 10 chapitres, faisant appel à un changement profond de comportement, à un renouvellement de la classe politique. Burkindi pour une révolution nouvelle nous propose une idéologie politique basée sur une nouvelle culture, sur nos valeurs. Ce traité nous propose les changements nécessaires à opérer afin de révolutionner notre économie, notre justice, notre système éducatif, notre système de santé, afin de forger l'homme politique nouveau pétri du sens du bien commun. Panafricaniste n'appartenant à aucun bord politique, l'auteur estime qu'il faut réinventer l'avenir à la manière de Thomas Sankara. On a des martyrs, on a des gens qui se sont vraiment battus pour ce peuple-là. Il faut leur rendre hommage, il faut s'inspirer d'eux, il ne faut pas vivre à travers eux. C'est-à-dire que Sankara a dit ci, Sankara a dit ça. Oui, Sankara a dit ci, Sankara a dit ça. Mais qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que moi je propose? Je pense qu'il faut que nous arrêtions de parler d'eux, mais nous devons les réinventer. Nous devons aujourd'hui réinventer Thomas Sankara, adapté à notre époque. Non juste crier les slogans. Avant-hier, j'étais à un meeting, on me dit Abba. Aujourd'hui, si moi je dois utiliser le terme Abba, je dirais Abba la jeunesse qui ne s'engage pas. Parce que c'est de là
qu'on peut tout faire changer. Le changement est encore possible, Dr Aruna Louré y croit fermement et incite de ce fait les jeunes à l'action. Échouer, ce n'est pas le pire, mais ne pas proposer, là est le problème. Aujourd'hui, renouveler la classe, ils ne vont pas naturellement dire, bon, les jeunes, venez, vous prenez. Non, il faut que nous ayons de l'engagement, de la ferveur, que nous proposons au peuple burkinabé, de telle sorte que le petit élève qui est peut-être à Gomoussougou se dise que non, je dois m'engager, je dois aller expliquer à mes parents qui n'ont pas fait l'école que demain, il ne faut pas prendre un t-shirt pour aller voter quelqu'un, mais il faut voter quelqu'un parce qu'il a une idéologie, parce qu'il propose quelque chose, il propose des solutions pour le peuple burkinabé. Burkindi pour une révolution nouvelle, plus qu'un livre, est un appel à l'engagement, à la conviction et à la détermination. En bref, l'auteur appelle à la révolution de la société. Tout autre chose à présent, et c'est hors de chez nous. Le parquet de Paris demande l'abandon des poursuites contre des membres de l'ex-rébellion du président rwandais Paul Kagame, soupçonné d'avoir abattu l'avion de celui qui était le président du Rwanda en 1994, ce qui fut d'ailleurs l'élément déclencheur du génocide au Rwanda. C'est une bonne nouvelle pour les proches de Paul Kagame. Le parquet de Paris demande l'abandon des poursuites contre des membres de son ex-rébellion, le FPR. Ils étaient soupçonnés d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana en 1994, l'élément déclencheur du génocide. Les détracteurs de Paul Kagame s'étonnent que cette décision intervienne au moment où la Rwandaise Louise Mushikiwabo vient d'être élue à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Un signe pour les analystes que Paris veut se rapprocher de Kigali après plus de 2 décennies de tensions. Paul Kagame a plusieurs fois accusé la France d'avoir aidé les génocidaires Hutus, ce que Paris dément. Cette demande de non-lieu arrive aussi quelques jours après une nouvelle enquête du spécialiste du Rwanda, Philippe Rentiens. Il dit que ses sources en Ouganda ont photographié des documents qui montrent que les numéros de série des missiles utilisés pour abattre l'avion proviennent d'un stock de l'armée ougandaise. Ça montre très clairement que ces missiles-là proviennent de stocks ougandais. Ça prouverait bien évidemment que c'est bien le FPR parce que l'Ouganda n'allait pas livrer ces missiles au gouvernement Habyarimana de l'époque. Le FPR était un allié fort soutenu par l'Ouganda. Donc il est certain que ces missiles ont été cédés par l'armée ougandaise au Front patriotique rwandais. L'avocat des proches de Paul Kagame se réjouit de la demande de non-lieu et rejette les accusations de Philippe Rentiens en bloc. Nous nous sommes expliqués longuement sur la problématique des missiles et des numéros de missiles. Et je ne vais pas faire le cadeau à mes adversaires de parler publiquement de tout ça. Je réserverai mes observations aux magistrats instructeurs. Et sur ce plan-là, croyez-moi, nous serons également cinglants. Au printemps, les partis civils avaient produit un rapport secret de 2003 du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il attribuait la responsabilité de l'attaque aux proches de Kagame. Mais le juge Jean-Marc Herbeau avait refusé de relancer l'enquête. Il estime que cette piste a déjà été suffisamment documentée. Et puis sur le continent européen, le département de l'Aude en France a été la cible de pluies torrentielles depuis dimanche soir. Au moins 11 personnes auraient trouvé la mort. Suivez l'élément. En quelques heures, c'est l'équivalent de 3 ou 4 mois de précipitations qui s'est abattu sur le département de l'Aude. Dans le sud de la France, des pluies torrentielles ont causé la mort d'au moins 11 personnes. 2 autres sont portés disparus depuis dimanche soir. Les habitants de plusieurs communes ont été piégés par la montée rapide des eaux, comme ici à Villegayenc, près de Carcassonne. Dans ce village, l'eau a atteint 1,50 m dans certaines maisons. 750 pompiers et 200 militaires ont été mobilisés dans les villages sinistrés. Hier encore, une centaine de personnes ont été élitreillées alors qu'elles avaient trouvé refuge sur le toit de leur maison. Heureusement, je me suis levé parce que j'ai prévenu mon père qui est plutôt handicapé, 93 ans, et il est arrivé un torrent. Dans la maison ? Carrément. Le Premier ministre français Édouard Philippe s'est rendu sur place hier. Ministre de l'Intérieur par intérim, il a promis l'application d'une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Je voudrais d'abord exprimer toute ma sympathie et tout mon soutien aux familles des victimes et à toutes celles et ceux qui ont vu aujourd'hui ou cette nuit leur vie basculer. Dans la région de Carcassonne, les champs sont complètement inondés, plusieurs chaussées sont détruites ou impraticables avec des arbres tombés sur les routes. Des torrents d'eau boueuse ont envahi la chaussée et les cours d'eau ont débordé. Les rues et les niveaux inférieurs des habitations sont toujours inondés dans plusieurs communes du département.
En Syrie, un an après sa libération, la situation à Raqqa est choquante selon Amnesty International. Il y a un an, c'est ici que des combattants de l'organisation État islamique s'étaient retranchés. Voici tout ce qu'il reste de cet hôpital à Raqqa. عملية حرق بالمشفى عملية يعني كأنه انتقام مو إنه موضوع هروب أو موضوع انتقام من المشفى يعني الخاسر الأكبر هو كان أهل الرقة. Après avoir fait de Raqqa la capitale autoproclamée de l'organisation État islamique pendant 4 ans, les djihadistes ont été chassés de cette ville du nord de la Syrie en octobre 2017. Si ce stade, qui servait de prison, est en cours de restauration, la ville dans son ensemble peine à se relever. In Raqqa, I found quite shocking, given that we're talking almost 1 year after it was quote-unquote liberated. You still see a city that is completely destroyed. 80% of the city is basically in ruins. L'ONG a appelé la coalition anti-djihadiste à participer aux recherches des corps qui se trouvent encore sous ces décombres. Comme les inondations ou les incendies, la guerre ravage pratiquement tout sur son passage. Cultivons donc la paix autour de nous. Ainsi s'achève cette session d'information. J'ai été ravie de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.